On va appeler notre troisième intervenant, qui est une intervenante, docteur Afaya Roussel. Oui, bonjour. Et moi, je ne suis pas venue seule, j'ai pris notre infirmière d'annonce avec nous. Hématologie et oncologie pédiatrique. Tout à fait, dans le service du professeur Chambost à l'hôpital de la Timone. Très bien. Voilà. Et donc je suis accompagnée de Jeanne Derken-Camus, qui est infirmière d'annonce dans notre unité également. Et je suis aussi médecin coordinateur du réseau d'oncopédiatrie PACA-Corse. Donc je remercie OncoPACA pour cette invitation et j'ai toujours plaisir à venir dans ce forum. Donc pour rester sur des notes positives, on va enchaîner avec l'annonce en pédiatrie, spécificité et sensibilité. Alors, je sais qu'on a du retard, donc ça je passe parce qu'on l'a revu ce matin, cette évolution de la consultation d'annonce vers le dispositif d'annonce. Ce qu'on voulait vous dire déjà, c'est que les cancers pédiatriques, par rapport à l'ensemble des cancers en France, c'est assez rare. C'est 1 à 2% de tous les cancers. Donc, déjà, dans l'annonce, il y a un peu ce parcours diagnostique. Est-ce qu'on en a pensé? Je sais qu'il y avait des généralistes dans la salle. Je ne sais pas si vous avez déjà eu dans votre carrière à ce jour un enfant atteint d'un cancer. Mais voilà, on peut avoir un médecin traitant qui ne va jamais en voir tout au long de sa carrière. Donc déjà, y penser, c'est quelque chose. Au sein de la population pédiatrique, pour nous, c'est quand même un certain nombre de patients. Et au final, ça représente un enfant sur 500 qui aura un cancer avant l'âge de 15 ans. Et on n'oublie pas que c'est quand même des adultes en devenir. Et donc finalement, la question des séquelles et de l'après-cancer, elle se pose aussi assez tôt chez nous. Les cancers qu'on rencontre ne vont pas être les mêmes que les cancers de l'adultes. C'est d'ailleurs aussi pour ça que c'est souvent des pédiatres qui font de l'oncopédiatrie plus que des oncologues adultes. Et on n'a pas toujours la même temporalité évoquée ce matin entre le diagnostic, la RCP, le début du traitement, etc. Si on veut parler plus spécificité, une des bases de la pédiatrie, c'est ce qu'on appelle, nous, la relation triangulaire avec, il y a le médecin et le patient, mais il y a aussi et surtout les parents, et aussi et surtout les frères et sœurs, qui sont parfois les oubliés de l'histoire en oncologie pédiatrique. Et c'est vrai que ça, on essaye de faire plus attention à eux, mais on a encore des progrès à faire. Et puis évidemment, l'âge, entre 0 et 18 ans, on n'a pas la même maturité. Et tout ça, c'est des enjeux effectivement pour nous à l'annonce et aussi tout au long du traitement, de s'assurer de la compréhension. Alors évidemment, de manière générale, s'assurer de la compréhension chez tout le monde, mais voilà, encore plus en fonction de l'âge, quel mot employer, comment annoncer. La difficulté qu'on peut avoir avec les parents ou la fratrie, c'est vrai que qui a envie de concevoir que son enfant va avoir un cancer. Et puis malheureusement on est dans une société, malheureusement ou pas d'ailleurs, je ne vais pas juger là-dessus, mais où il y a beaucoup de divorces, beaucoup de séparations. Des fois il n'y a qu'un parent, des fois on a des enfants qui sont en foyer, qui viennent d'un foyer. Ça aussi il ne faut pas qu'on marginalise ce schéma-là. Dans les textes, effectivement, que vous connaissez, notamment la circulaire des HOS de 2004, l'annonce, elle se fait via une information adaptée et progressive aux enfants et aux parents, dans un temps privilégié. On peut proposer à la famille de recourir à un deuxième avis. Ça nous arrive régulièrement de leur dire si vous avez besoin d'un autre avis dans un autre centre, on peut vous aider. L'oncopédiatrie, c'est un petit monde, on se connaît tous. Ils arrivent parfois avec des idées préconçues et donc on peut être amené à les aider là-dessus. Et puis surtout cette prise en compte de la dimension sociale et familiale. Un enfant, il a école, donc il faut aussi qu'on puisse le rassurer. Oui, tu peux, on va continuer l'école à l'hôpital, on a une salle de classe, on a des profs. Un enfant, il peut être dans un club de sport, oui, on a une salle de sport. On a cet environnement spécifique pédiatrique qu'il faut prendre en compte tout de suite dès l'annonce. Et bien évidemment, la recherche du consentement, on a beaucoup de protocoles de recherche actifs en première ligne dans nos traitements. Et certes, l'enfant est mineur, mais c'est quand même mieux si on a son consentement.
dans les sensibilités dont on voulait vous faire part, il y a cette notion de temporalité. Je prends parfois comme exemple un cancer du côlon chez l'adulte, il va doubler en taille en plusieurs mois. Un lymphome de Burkitt de l'enfant, en 48 heures, il a doublé de volume. Donc, je prends des extrêmes, mais globalement, dans les cancers pédiatriques, ça s'installe assez vite. Et donc, il y a souvent quand même une notion d'urgence thérapeutique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où ils arrivent chez nous, on ne traîne pas trop. Les retards diagnostiques qui n'ont pas forcément de conséquences, il y a toute la culpabilité après à prendre en compte, mais c'est vrai qu'on ne pense pas forcément au cancer pédiatrique dans une consultation tout venant, et tant mieux, et effectivement. Mais voilà, il va y avoir des histoires un peu traînantes, que ça soit, j'avais mal à la jambe, on m'a dit, c'est... la croissance, etc. Et donc des fois ils arrivent quand même avec un parcours pas si simple que ça. Ce dont on a parlé un petit peu avant, effectivement, le fait que ça soit des adultes en devenir, et donc toute cette histoire de séquelles à long terme, à tel point que maintenant, on a quand même des cancers de très bons pronostics, et c'est vrai que quand on va réfléchir au nouveau protocole, dans les leucémies, par exemple, on fait vraiment des grades entre le risque pour se dire, attendez, cette leucémie de très bon pronostic, peut-être que si on diminue un peu cette dose de chimiothérapie cardiotoxique, sur des toxicités à très long terme, on va diminuer la cardiopathie. Tout ça, c'est des choses vraiment qui sont maintenant intégrées en pédiatrie sur ce côté séquelles à long terme. Et après, effectivement, d'où est-ce qu'ils arrivent, ce contexte clinique? On draine donc tout un territoire PACA-Corse. Il n'y a que 2 centres donc aux pédiatries, Nice et Marseille. Sauf que un enfant qui doit venir tous les jours depuis Gap ou qui doit prendre l'avion depuis Ajaccio ou Bastia, là aussi, il faut qu'on réfléchisse un peu avec quel soin de proximité, qui nous l'a adressé, qu'est-ce qu'on peut faire au plus proche de chez lui. Pas tout le monde, même en pédiatrie, n'est formé à l'oncohématologie pédiatrique, et pas tout le monde ne veut ou ne peut recevoir des patients, ne serait-ce que pour certains soins de support qui peuvent parfois être complexes pour nous à organiser. Ça, on y travaille, on essaye, mais voilà, ça compte aussi. L'environnement familial, effectivement, malheureusement, on est parfois confronté à des mésententes, et c'est vrai que ça peut arriver que des parents ne peuvent vraiment pas s'entendre et ne veulent pas être en même temps dans la même pièce, notamment pour une consultation d'annonce. Donc ça peut être des choses effectivement sur lesquelles il faut jongler et manager un petit peu. Et puis parfois c'est tellement pas entendable que ça nous arrive d'avoir des refus de soins. Non, c'est le soleil qui lui a donné la leucémie, je veux pas de vos traitements pour mon enfant. Ça nous arrive effectivement de devoir recourir à des autorités, de devoir lever temporairement l'autorité parentale, le temps au moins de mettre en confiance la famille, et notamment quand il faut débuter les soins assez rapidement. L'environnement, on en a parlé, et puis toute cette compréhension effectivement de l'enfant. Il y a régulièrement un sentiment de culpabilité, donc c'est vrai qu'on ne cesse de leur dire, voilà, c'est pas de ta faute si tu es malade. Et après, il y a aussi une grande question des parents qui va être sur l'étiologie, mais est-ce que c'est génétique? Est-ce qu'il y a un risque pour le frère ou pour la sœur? Mes enfants à venir, là on attend un autre enfant. Tout ça aussi, c'est des choses qu'on doit intégrer assez rapidement au moment de l'annonce. Alors cette consultation, donc je disais tout à l'heure, on n'est jamais seul, hein, c'est toujours un binôme infirmier-médecin. En fonction du contexte, ça peut être avec le réanimateur, avec le chirurgien qui a opéré l'enfant pour faire la biopsie, ou alors on a une salle d'annonce, mais parfois effectivement ça se fait ailleurs. Et à qui, donc c'est vrai qu'on a besoin des 2 parents, bon, quand il y en a 2, hein, même s'ils sont séparés. Parfois, il y a vraiment ce que je vous disais, c'est des conflits ou une impossibilité matérielle qui fait que on va la faire en 2 temps, ou en 2 fois plutôt. Parfois, il faut attendre que le 2e parent arrive. C'est des moments trop importants pour le reste des mois à suivre. On évite, en tout cas nous ce qu'on aime bien faire, c'est d'une part d'aller voir l'enfant avec ses parents et de lui dire les choses. Il y a des mots,
ils sont pas bêtes, ils savent qu'ils sont là, ils savent qu'il y a quelque chose de grave. Voilà, on leur dit effectivement pourquoi tu es là, on a trouvé ta maladie, on sait comment elle s'appelle, on leur donne le nom. Oui, on va dire effectivement, on a trouvé une boule, cette boule elle s'appelle un ostéosarcome, elle s'appelle un lymphome de Burkitt. On a même un petit garçon la dernière fois, le lendemain de l'annonce, il est revenu avec un nounours qu'il avait appelé Burkitt. Ils ont besoin aussi de s'imprégner de ça, de mettre des mots aussi sur ça, de savoir ce qui se passe. Et c'est là où voilà, on ne veut pas arriver, dire on prend tes parents, on va discuter avec eux et on revient. Là, il n'y a rien de plus angoissant, ils savent qu'ils sont hospitalisés, que ça les concerne. Donc on commence déjà à dire à leur annoncer des choses, et puis après on leur dit bon voilà, là ça fait un petit peu beaucoup, ça va chambouler un petit peu les prochains jours, tu vas faire quelques dodos à l'hôpital avec nous, donc on va avoir besoin de discuter organisation avec tes parents, est-ce que tu es d'accord, on revient. Évidemment, chez les adolescents c'est pas forcément la même chose, et ils sont largement en âge de comprendre des choses, et on leur dit est-ce que tu veux qu'on voit tes parents après, est-ce qu'on se voit, on est vraiment assez ouvert, et finalement il n'y a pas de règles formelles, on s'adapte. Des fois on a des parents aussi qui ne parlent pas la langue, on a la chance d'avoir une plateforme téléphonique d'interprétariat, on connaît des dialectes gambiens, on connaît beaucoup de choses. Et le maître mot, c'est vraiment de s'adapter finalement. Qu'est-ce qu'on leur dit? Donc ça, effectivement, on reprend les éléments clés du diagnostic. Le mot, on parle du pronostic. De toute façon, des fois, on n'a même pas le temps d'en parler. Ils vont nous dire, est-ce que c'est grave, docteur? Donc on reprend pas tous les examens qui ont conduit au diagnostic. Qu'est-ce que la maladie? On leur parle de la RCP et de l'objectif de soins qui est défini. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, l'objectif de soins, c'est guérir. On a plus de 80% de guérison dans les cancers pédiatriques. Il y en a d'emblée, on sait très bien que le gliome infiltrant du tronc cérébral, l'espérance de vie, elle est de 0% à 5 ans. On ne va pas avoir effectivement la même attitude. Et dans ces moments-là, on va faire l'annonce avec une équipe ressources, qu'on a appelée équipe ressources, mais qui s'appelle officiellement équipe ressources de soins palliatifs pédiatriques. Mais en tout cas, voilà, on l'appelle l'équipe ressources quand on la présente aux parents. Et puis, on définit le plan de traitement. Souvent, tout n'est pas entendable en une fois, et donc on revient et on fait des annonces en plusieurs fois. Je vois que ça clignote en rouge déjà. La durée, donc il n'y a pas de durée, on ne peut pas répondre à cette question. Je te laisse peut-être commenter la petite photo. Nous, les infirmières du dispositif d'annonce, donc on est 2, il y a aussi une infirmière AJA pour les plus de 15 ans. On est toujours avec un médecin lors de l'annonce. On est là pour beaucoup observer, dans un premier temps, la réaction des parents, écouter ce qui est dit, écouter les réactions, ce qui nous permet ensuite d'avoir plusieurs temps avec la famille pour reprendre ce qui a été dit une fois passé justement le choc. Suivant les annonces, les médecins disent beaucoup de choses, ils s'arrêtent parfois quand ils sentent que les familles ne peuvent plus en entendre plus. En général, ils parlent par exemple des voies veineuses centrales. Très souvent, dans un deuxième temps, on retourne voir l'enfant, la famille, les parents dans la chambre. On demande toujours à l'enfant s'il veut en entendre parler ou pas, qu'on va expliquer aux parents. Est-ce que toi tu veux voir, ou est-ce que je montre qu'à papa-maman? Parfois il dit non et on lui demande si on peut rester en parler à côté, puis quand même ils tendent une oreille, ou parfois ils veulent. On a des poupées un peu bricolées avec des porte-à-quatre, des broviacs, des picklines pour expliquer. On reprend, on ne compte pas le nombre de fois où on repasse ensuite dans les chambres. Et nous, on propose aussi tous les soins de support qui, pour le coup, sont tous à l'hôpital. Tout est sur le même lieu. Donc, une fois l'annonce faite, on envoie un mail qui s'adresse à toutes les personnes qui vont intervenir auprès de l'enfant et de la famille. La psychologue, l'école, la diététicienne, la kiné, les associations, enfin voilà, toutes les personnes qui vont entrer en compte. L'école a une grande place.
Et on propose aussi de voir les frères et sœurs, que les médecins puissent les voir, parfois les grands-parents ou les personnes qui gravitent autour de la cellule familiale, du noyau familial, qui vont être des supports pour la famille pour pouvoir vivre ce temps-là pour les parents. Et c'est vrai que le Covid nous a quand même fait aussi beaucoup réaliser la place de la fratrie. Hein. Donc maintenant, systématiquement, secondairement, on peut être amené à recevoir les frères et sœurs et même à leur faire visiter le service. Et c'est vrai qu'on fait visiter le service à tous les enfants. Hein. On a 3 étages. Et c'est important que dès le début, ils puissent voir déambuler dans les couloirs, voir la salle de sport, voir la salle de classe, voir les salles de jeu, qui sont assez sympas. Et rendre finalement, c'est des services pleins de vie. Hein. Il y a des dessins sur les murs, il y a des clowns, il y a les blouses roses, on est entouré d'enfants. Rapidement, ça c'était une interne qui avait fait une thèse finalement sur comment se passait l'annonce en oncohématologie pédiatrique, avec interrogation de familles, de patients, de soignants. Dans les respects des règles énoncées depuis ce matin, la majorité en pédiatrie était quand même assez satisfait. Clairement, ils disaient qu'ils n'avaient pas du tout le temps de poser l'ensemble de leurs questions. Hein. Il y avait cette phase de sidération qui était annoncée, d'où l'intérêt de revenir secondairement, que nos infirmières d'annonce repassent après, que nous, on repasse quelques jours après. Et elle avait aussi interrogé sur finalement les peurs exprimées par les enfants. Donc il y avait cette perte des cheveux, il y avait être à l'hôpital, arrêter l'école. Ne pas guérir, c'était vraiment pas dans les peurs mises en avant en pédiatrie. Mais voilà, des choses qui nous ont beaucoup aidés. Donc ça, je passe parce qu'on est déjà à 2 minutes. Et après, je voulais aussi parler des aides. On a beaucoup parlé de la simulation, effectivement, ce matin. En oncohématologie pédiatrique, on a une association qui s'appelle Imagine for Margot qui a organisé effectivement l'annonce en oncohématologie pédiatrique au sein d'un dispositif d'annonce à Angers. Et donc, c'est des acteurs qui jouent le rôle des parents, des clowns. On a le Rire Médecin à l'hôpital, qui sont vraiment des vrais acteurs qui viennent faire et donc qui nous proposent en tout cas effectivement de faire cette simulation. Donc on en a aussi en oncopédiatrie. Et après on essaye de mettre de remises de carnets ou d'histoires, des livres, des livres qui racontent comment ça se passe à l'hôpital, pour imager un peu en fonction d'âges différents, des petits cahiers. Pour accompagner effectivement le support après l'annonce. Voilà, 2 minutes de retard. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions pour le Dr Roussel? Pas du tout. C'était très clair. Anthony, moi j'ai une question. Bon, je ne sais pas si vous avez la réponse. Évidemment, il y a une grande particularité, spécificité à la situation que vous décrivez, puisqu'on a affaire à des enfants. Est-ce qu'il y a des données qui existent sur le vécu, le ressenti des enfants, quand ils sont évidemment en âge de l'exprimer, de ces consultations d'annonces spécifiques, à la fois en interrogeant des enfants au moment de leur consultation d'annonce, mais aussi peut-être des adultes guéris qui ont un souvenir de ce qui s'est passé et comment ils le vivent? Oui, non, il y en a. Et puis, c'est vrai que maintenant, on a mis en place depuis de longues années le suivi à long terme et une cohorte de leucémie, Cléa, qui est issue de Marseille, du professeur Gérard Michel, qui nous permet d'avoir un recul. Enfin, ça m'arrive, je vais en consultation avancée à Bastia et à Ajaccio, ça m'arrive d'avoir des patients de 50 ans qui ont été traités dans l'enfance où on a un rôle finalement de dépistage des séquelles pour après orienter vers les bonnes personnes. Et ils se rappellent, ils se rappellent. Et c'est assez aléatoire. On va avoir... j'ai rien compris, je comprenais pas les mots, ou les cheveux, ça ressort très vite. Alors ça ressort très vite. Il y en a qui se souviennent de rien. Le neuroblastome à 2 ans.
il va ressortir quelques petites choses, mais voilà, mais l'adolescente qui faisait sa rentrée au lycée, il y a des choses qui effectivement qui restent et qui ressortent et dont on a l'occasion de discuter dans de l'après-cancer, effectivement. Et on a aussi maintenant quelques patients qui veulent se diriger vers patients experts, donc des jeunes ados ou jeunes adultes, et on essaye de travailler aussi avec eux pour ça. Vous aviez parlé des peurs tout à l'heure des enfants. Et est-ce qu'on est capable de savoir quelles sont leurs attentes? C'est peut-être complémentaire de ce que disait Anthony, mais est-ce qu'on sait ce qu'ils attendent de cette consultation d'annonce? Vas-y, après, je te laisse. Vas-y. Allez, Non, il faut parler dans le micro. je pense que chez les enfants, la peur, souvent, c'est d'abord le temps qu'ils vont devoir rester, si c'est leur faute. Et il y a surtout le cadre affectif pour eux va déterminer un peu leur peur. C'est-à-dire que souvent, si les parents, c'est suivant l'état de leurs parents, ils angoissent aussi plus quand ils voient les parents les yeux tout gonflés, qui pleurent dès qu'on dit un mot et tout ça. Et pour revenir à la question juste avant d'être à Marseille, j'étais à Necker à Paris et on avait fait justement un peu une étude là-dessus. Et les enfants qui avaient eu une annonce de cancer à moins de 10 ans, quelques années après, ils disaient qu'eux, ils n'avaient pas tellement de souvenirs de la consultation d'annonce, mais de l'état de leurs parents. Et que si leurs parents, et ce qu'avait dit le médecin, et en fait, c'est vrai que souvent, quand le médecin parle, on voit les enfants qui regardent un peu en permanence la réaction du père ou de la mère, savoir si du coup c'est vraiment très grave, mais maman pourquoi tu pleures, ou voilà. Et donc il y a un grand rôle au moment de l'annonce du médecin ou de nous les infirmières d'expliquer aussi aux enfants que si son papa et sa maman ils sont très tristes, c'est parce que certes il est malade, mais que quand on est un papa ou une maman, on n'aime pas voir son enfant malade, mais c'est des maladies graves, mais que il va être soigné et surtout qu'il aura ce cadre autour de lui tout le long de la maladie. C'est-à-dire que ses parents restent, il y a toujours un parent qui reste, tout est organisé pour que les parents puissent vivre dans le service, qu'il y aura l'école et recréer un cadre très sécurisant pour l'enfant. Et en général, en tout cas, cette étude, mais c'était le début de l'annonce, c'était en 2007, à Necker, c'était vraiment le fait d'avoir ce cadre affectif et le rapport aux parents fait que leurs peurs sont graduées en fonction. Et rapidement, après l'annonce, le lendemain, il y a les jouets ramenés de la maison, autorisés, les posters sur les murs, et on a une chambre qui se transforme. La vie reprend. Voilà. Bravo.